Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, compagnie donc de Yann Le Terrier. On aura l'occasion, je pense, de refaire un petit point sur ton palmarès. Et ensuite, on verra un petit peu, si vous voulez, par où tu as commencé, que ça soit le body, mais que ça soit aussi la vie que tu as à côté. Et puis après, j'ai fait un petit questionnaire, les amis, vous le savez, pour ceux qui ont répondu. On va aller voir un petit peu ensemble, au niveau du bodybuilding, quels sont en fait les points qu'on ne pense pas, auxquels on ne pense pas, mais qui font la différence et qui ont un impact significatif sur la vie. Souvent, les gens en dehors, je sais pas ce que tu en penses, mais ont une vision des fois un peu erronée de la réalité du bodybuilding. Erronée du bodybuilding, et je pense que ça peut être bien de mettre en lumière justement nos expériences respectives, et puis on pourra justement mettre en lumière via des petites questions que j'avais posées les difficultés et les obstacles auxquels on peut faire face. Donc déjà je suis content que tu sois venu, Yann. Je suis très content d'être là aussi. Merci Maël pour l'invitation. Alors déjà, est-ce que je dois t'appeler Maël ou est-ce que je dois t'appeler docteur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu préfères? Bon, en vrai, on peut rester entre nous, tu peux m'appeler Maël. Ok, mais j'aime bien quand même, tu vois, genre docteur, j'ai l'impression que ça donne une dimension supérieure au podcast. Je sais qu'il y a des gens, ils m'appellent Doc ou Doka. Ouais. Si tu veux, on peut faire Doc. Je vais t'appeler docteur, ça me fait kiffer. Vas-y, y a pas de souci. Écoute, du coup, merci docteur pour l'invitation sur ce podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de partager un petit peu mon retour d'expérience, on va dire, sur le bodybuilding naturel et le sport, on va dire, de manière générale. J'adore parler de ça, donc il me semble que c'est le sujet du jour. C'est exactement ça. Donc on va faire, on va parler de nous, on va être tranquille, tu vois. Voilà. C'est vraiment un truc aussi pour faire kiffer les gens. Donc mettez-vous au chaud, ok, petit popcorn et tout ça. Et on va discuter tranquillement. Et puis j'ai envie de te dire, je pense que tu inaugures aussi le premier épisode. Le premier épisode du coup de cette aventure dans le bodybuilding, dans la santé aussi. Et peut-être aussi par extension la musculation. Je pense qu'on pourra aussi voir un petit peu qu'il y a des différences entre le body et la muscu. C'est pas tout à fait pareil. Et puis j'ai envie de te dire, Yann, qui es-tu finalement ? Qui suis-je? Du coup, vous savez déjà que je m'appelle Yann, j'ai 27 ans, je suis coach sportif en ligne, j'ai un diplôme aussi en nutrition et à côté de ça, je suis également athlète de bodybuilding, plus particulièrement de bodybuilding naturel. Donc j'allie un petit peu ces deux aspects, c'est à la fois une passion, mais c'est aussi lié à mon activité, on va dire, professionnelle, que d'encadrer les personnes dans ces pratiques-là, de la musculation ou du bodybuilding justement. J'accompagne à la fois des clients qui sont athlètes et des clients un peu plus... lifestyle, on va dire, remise en forme. C'était venu quand l'idée de faire du body? Alors en fait, comment dire, j'ai toujours aimé le sport, j'ai beaucoup aimé la compétition dans le sport, quel que soit le sport, c'est vraiment quelque chose qui me stimule et qui me plaît énormément. Donc j'ai fait de la musculation pendant très longtemps avec une très grande implication qui aurait pu s'apparenter, on va dire, à la pratique de quelqu'un qui fait du bodybuilding sans pour autant m'intéresser aux compétitions. J'avais très peu d'éducation autour de ça, je faisais déjà mal la nuance entre les compétitions naturelles, pas naturelles, les physiques qui pouvaient être atteignables naturellement ou non, mais moi je faisais mon petit bout de chemin, ma pratique, j'aimais progresser, j'avais envie de me sentir plus costaud, plus musclé, etc. Et à mesure de progresser et de faire de la musculation pendant 5, 6, 7, 8 ans, on finit par s'intéresser un petit peu à tout ça, et c'est plutôt mon coach qui m'a, on va dire, incité à faire des compétitions, et donc j'ai commencé ça il y a 2 ans déjà, les compètes. Ça fait 2 ans que tu as commencé? Ouais. Ok. Et la muscu, ça fait combien de temps alors? Ça fait 10-12 ans. 10-12 ans? Ouais, j'ai commencé au lycée. Ok, t'avais 15 ans? J'avais 15 ans à peu près. 15 ans. 15-16 ans, et comme tout le monde, j'ai commencé par des pompes, des tractions, des curls avec des haltères dans le home gym avec le papa. Et puis petit à petit, inscription à la salle de sport, incroyable, des machines. Et puis après, on commence à suivre une diète. Et puis après, on fait un petit peu tout. Puis après, on va optimiser son sommeil. Puis après, on prend des compléments. Et puis après, on fait des compétitions. Il va y avoir pas mal de choses à parler. T'as parlé d'un truc que je trouve intéressant. T'as commencé avec ton père? Ouais. Ok, donc c'est ensemble, vous avez commencé à faire du sport à la maison? C'est lui qui m'a mis au sport, on va dire, enfin qui m'a mis, ça a été lui mon modèle, on va dire, sur un plan sportif. Mon père était très sportif, il faisait de la musculation, de la course à pied, des sports de combat liés à son travail notamment, et je pense qu'on a souvent envie de faire un peu pareil que son papa, et puis on a envie de le challenger un petit peu, on a envie d'être plus fort que lui. Et ce qui est bien avec la musculation au début, c'est que pour tout ce qui va être poids du corps, que ça soit pompe, traction, on peut rivaliser un petit peu vu que je suis beaucoup plus léger. Et donc il y avait un petit peu cette sorte, pas de compétition pour le coup, mais d'émulation, où on a envie d'essayer d'impressionner un petit peu son papa et de s'y mettre. Et moi je suis quelqu'un qui
suis un peu dans l'extrême dans beaucoup de mes pratiques. Et du coup, je me défonçais déjà à l'époque pour progresser et essayer de le battre, on va dire, en quelque sorte. Et ça m'a déjà donné un petit peu le goût de l'effort que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est excellent. Franchement, mais on aura l'occasion de voir ça parce que justement, l'implication de la famille aussi, et plus spécialement en fait dans le bodybuilding, voir un petit peu comment en fait les gens se comportent par rapport à ça. Et déjà, de ce que j'ai l'impression, ta famille a plutôt été un vecteur positif sur l'activité physique alors. Ouais, je pense que l'environnement dans lequel on évolue, dans lequel on grandit, il est assez déterminant pour pas mal de choses, notamment pour le sport et pour beaucoup de facteurs de santé aussi. Mais là, c'est vrai que je suis... Alors, peut-être que ma famille en général n'est pas une famille hyper sportive, mais du côté de mon père, ça l'a été pas mal. Et du coup, j'ai eu la chance de faire pas mal de sport et notamment un peu de sport avec lui aussi. Donc, et puis maintenant, c'est un peu toute ma vie le sport, donc je suis assez content de tout ça. Et ils te soutiennent dans tes compétitions et ce que tu fais? Alors, maintenant, ouais, à fond. C'est-à-dire au point de venir me voir aux compétitions. C'est ce que j'avais vu, au point je de crois. voyager en Arménie et bientôt aux États-Unis. Alors là, en plus, je lâche des exclusivités là parce que j'ai pas encore dit quelle compétition je faisais, mais j'ai ma maman qui me suit un petit peu partout, mon père qui est venu me voir, mes sœurs aussi. Là où il y a quelques années, ma pratique était perçue comme un peu extrême, sans participer à des compétitions, mais même ramener ses tubes partout, passer 45 minutes à manger devant son repas, aller au sport tout le temps, même quand t'es en vacances, même quand je suis complètement fatigué. Et pourquoi tu vas au sport? T'es fatigué, t'es malade? Oui. C'était un petit peu difficile à comprendre. Et là, bizarrement, je pense que la concrétisation des compétitions, ça a un peu donné un sens à tout ça et ça leur a permis de comprendre qu'il y a vraiment une finalité. Ouais. Et je pense que quand ils me voient sur scène, ils ont dû se dire « Ah ok, il a fait tout ça pour ce moment-là quand même. » Et alors que si tu fais pas de compétition, tu rentres chez toi, t'es un peu plus musclé, c'est cool. Là, ça a permis de créer des bons souvenirs et donc je pense qu'ils ont mieux compris. Au point où ma mère me pose beaucoup de questions, s'y intéresse et devient assez experte. Maintenant, elle arrive à analyser un petit peu, elle comprend le fonctionnement des compétitions. C'est excellent. Donc, ça me fait très plaisir de partager ça avec eux. Ah ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, le fait de donner un sens, tu vois, à tous ces sacrifices, en vrai, on peut le dire comme ça. Enfin, alors moi, j'aime pas le terme de sacrifice. Moi, je préfère le terme investissement. Ouais, t'as raison. Sacrifice, pour moi, c'est une connotation assez péjorative. Oui. Comme si on subissait la chose. Investissement, c'est se dire, voilà, je suis prêt à mettre certaines choses de côté pour avoir un retour sur investissement plus tard. Et le retour sur investissement, là, cette année, il a été assez incroyable de par ce que j'ai vécu. Donc, justement, parlons-en. Qu'est-ce que là, cette année, t'as fait? Et j'ai envie de te dire même, quel est un peu ton palmarès? Alors, donc j'ai participé à mes premières compétitions en 2023. En NPC pour ceux qui connaissent, donc c'est la plus grosse fédération de bodybuilding, c'est celle qui mène à Olympia, mais moi j'ai concouru dans les branches, on va dire les déclinaisons naturelles de ces compétitions avec certains tests antidopage. Ça s'était plutôt bien passé, j'ai fait une belle saison avec des bons résultats et j'ai remis le couvert cette année en participant justement à ces compétitions-là, qui a commencé en juin du coup pour le régional naturel en France où j'ai gagné du coup toute catégorie, donc l'overall en bodybuilding, donc la saison avait bien commencé. Après je suis allé faire un pro qualifier, donc une compétition internationale en Angleterre pour tenter de décrocher ma carte professionnelle en vain. J'ai fini deuxième en bodybuilding et en classique physique derrière la même personne qui elle a gagné sa carte professionnelle du coup ce jour-là. Ça doit être un monstre les gars. Il était costaud. Et ensuite je suis parti en Arménie pour un autre pro qualifier où ça s'est très bien passé puisque j'ai gagné ma catégorie et l'overall et donc la carte pro. Et du coup, j'ai été le premier Français naturel à gagner ma carte pro IFBB. Donc j'ai un petit peu ce titre-là et personne ne pourra me l'enlever parce que le prochain qui gagne, il ne sera pas le premier, il sera le deuxième. Donc j'ai un petit peu ce flex-là, on va dire. Oh mec, c'est stylé, bravo, je savais pas du tout. Merci docteur. Mais je savais pas du tout. Ah ouais, t'es le premier à avoir... Donc je suis le premier à l'avoir eu dans les déclinaisons naturelles, on va dire. Donc la grosse carte pro IFBB naturelle, je suis le premier à l'avoir et pour l'instant je suis le seul. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir à l'avoir en fin d'année ou les années d'après. Mais en tout cas j'ai réussi cette petite consécration et je suis super content. Et j'ai décidé de continuer mes compétitions dans d'autres fédérations. En ICN aussi où j'ai gagné une carte pro en classique physique et en WNBF compétition à laquelle j'ai participé et à laquelle tu as participé aussi cette année où j'ai gagné du coup ma classe en bodybuilding moins de 80 kg, ma carte pro et j'ai gagné aussi l'overall. C'est ça. Donc c'était juste fou, cette saison elle était juste incroyable. Attendez les gars, pour l'anecdote quand même, moi je passais après, catégorie de poids au-dessus, je
paraissait moins lourd. Non, c'est pas vrai. Enfin, C'est pas quand vrai. même. Mais non, c'était dingue. C'était un peu le gros événement et Mm. c'était pas mal de pression parce que j'arrivais à cette compétition en tant que professionnel dans d'autres fédérations. Et du coup, forcément, je pense que t'es un petit peu attendu. Et là, j'avais pas trop le droit à l'erreur. Parce que si t'es professionnel, que tu viens et que tu gagnes pas, bah les gens ont peut-être des attentes. Et moi, j'avais des attentes aussi. Et puis, comme j'ai dit, il y avait mon père, ma mère, ma soeur. Puis il y avait un peu tout le body naturel français. Oui. Certains de mes clients, pas mal d'amis, etc., qui étaient venus me voir. Et du coup, c'était presque plus de pression. Parce que je me suis dit, maintenant que t'as gagné les compétitions d'avant, Ouais. t'as plus le droit à l'erreur. Je vais te faire une confidence. Ouais. Quand j'ai commencé à m'inscrire dans les catégories, du coup, je regardais. Excuse-moi, attends. Pardon. Désolé. Oups. Avec mon coach Yo, que tu connais, je Ouais, pense. il fait rare, ouais. On regardait un petit peu parce que on a un peu le même calibre, si tu veux, le taille similaire, poids similaire, pas du tout la même expérience. Mais du coup, on avait regardé un petit peu où t'allais te classer en catégorie. Alors, on n'a pas médié la prépa en fonction de ça. On a médié la prépa jusqu'à où moi j'allais pouvoir Ouais. perdre du poids. Mhm. Mais on se... je me On va préparais essayer d'éviter, mentalement. ouais. Ah oui. Je me préparais mentalement à être deuxième. Mais non, t'étais quand même pas mal plus lourd que moi en réalité. Oui, ah oui, oui. Et Oui, du coup, ouais, il y avait pas mal de chances qu'on soit pas dans la même catégorie. oui. Mais si tu veux, ça s'est joué à très peu. Parce que la catégorie la plus haute en heavyweight, c'était plus de 80 kg. Ouais. Et moi, j'étais pesé à 79,7. Oui, c'est vrai. Et je suis allé faire pipi avant. Mm, mm. Et je me suis mis en caleçon pour me peser. Si bien que si je me pesais avec mes chaussettes, un t-shirt, etc., et que j'allais pas aux toilettes, j'aurais été dans la même catégorie que toi. Et je t'avoue que moi, de mon côté aussi, j'analysais un petit peu les personnes qui avaient. Mm. Et je me disais, peut-être que j'ai pas envie d'être dans celle-ci. Donc moi aussi, j'avais des réflexions autour de ma pesée. Ok. Euh, T'as regardé un petit peu des gens, sans dire qui, mais... ouais. Ouais. Mais en fait, les gens pensent pas que je suis comme ça. Mais moi, je suis quand même assez stressé, on va dire, de base. Et ouais, je passais pas mal de temps à regarder les réseaux, qui va participer, dans quelle catégorie il sera, Honnête. etc., Ok, etc. ouais. Pour faire des stratégies par rapport à la pesée, évidemment. Après, c'est... Imagine, en ouais, plus de 80 kg, ouais. t'as un mec, il arrive, il est énorme, tu sais que t'as aucune chance face à lui. Bah, tu vas tout faire pour te faire peser en dessous. Si t'as un mec en moins de 80 kg qui est écorché, qui est énorme, bah, tu vas te faire peser, puis avant, tu vas boire un litre d'eau pour être pas contre lui. Donc, il y a des stratégies qui existent. Waouh. Et j'en ai pas été Ouais. exempt, on va dire. Moi aussi, Ok. j'avais un peu les chocottes, tu vois. Bah, en vrai, c'est honnête, faut le dire. Et puis, ça fait partie de la compète. C'est ça, ouais. Parce que c'est littéralement une comparaison d'athlètes. Donc, en vrai, enfin, moi, ça me choque pas, finalement. J'avoue, j'ai pas trop regardé les compétiteurs, pour être tout à fait honnête. C'est mieux, c'est mieux. Mais j'en ai vu quelques-uns, donc forcément j'ai regardé. Après on se connaissait un petit peu, donc oui, je regardais les gens que je connaissais qui faisaient des stories ou des choses comme ça. J'aimais beaucoup d'ailleurs. Comment tu documentais et Ouais. tout ça, le process. Ouais, hyper intéressant. Ouais, c'est cool. Et mais ouais, c'est vrai que moi j'ai pas trop regardé, donc ça vous ça a été un peu une surprise sur scène. Mais tant mieux, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'a priori, à part cette pseudo-stratégie au niveau des pesées, Ouais. ce que font les autres, ça va pas réellement impacter ce que tu vas faire toi. Mm. Et ça risque surtout de te mettre pas mal de pression, on va dire, inutile. Donc c'est plutôt bien de découvrir ça. Et comme tu le disais, on se connaissait un petit peu. Pour ceux qui ont peut-être vu ou ont Oui. fait le lien, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans une vidéo du Corona Gym. C'était le premier Devine qui est natif. Oui, et faut C'était dire, le tout premier. faut remettre un peu l'église au milieu du village. On est les fondateurs. Non, C'est vrai. Le Corona Gym, ça fonctionnait grâce à nous. Voilà, c'est ça. On a donné l'Eldorado à tous les athlètes qui sont venus après. Non, mais c'était sympa et ouais, on a su qu'on allait être l'un contre l'autre. Et moi, Oui, au c'est à début, ce je le moment-là, voyais ouais. s'échauffer, je le voyais ses bras et tout. Et en fait, je te connaissais pas vraiment. Enfin, je voyais vite fait qui tu étais, on va dire, via Instagram. Et du coup, avant le tournage, je savais pas si t'étais Nati ou pas. Parce que je me voyais t'arriver avec tes gros bras, etc. Moi, je me suis dit, j'espère qu'il est pas Nati. Et après, quand j'ai appris que t'allais faire WNBF, je me suis dit, ouf. Moi aussi, je me suis dit ça, tu vois. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, ça m'émeut un peu. Mais bah, quand tu m'as dit aussi que tu faisais WNBF, j'étais là, j'ai fait... Oh ouais. merde. Ouais. Bah, on s'est dit la même chose. On s'est dit la même chose. En plus, t'as été le premier, je crois, à passer tu sais, dans les comparaisons, là. Oui, Dans sur les la vidéo. Ouais. comparatifs. Quand t'as débâché, là, j'ai fait... Ouah, Ouais. dans quoi je me suis mis? Genre, parce que j'y connaissais rien. C'était ma première compète. Ouais, je me doute, t'avais pas encore. Genre, en vrai, dites-vous, genre, première compète débutant, tu vois le prime, enfin,
faut le dire. Tu vois le prime physique et t'es là, tu fais oh waouh. Bah, après, honnêtement, on peut parler de ça aussi, mais je pense que toi, tu as quand même fait une super prestation, une super préparation et tu as affiché un bête de physique, notamment vis-à-vis des conditions dans lesquelles tu étais. C'est-à-dire que pour les gens qui te suivent, vu le travail que tu cumules à côté, le contenu que tu proposes aussi sur les réseaux, je sais à quel point Ouais. c'est du temps et de l'énergie. En vrai, moi, je vais te dire la vérité, quand j'ai su que tu allais commencer à faire une prépa et que j'ai vu que tu te mettais de plus en plus à fond sur ton contenu, sur Instagram, etc., je me suis dit, il n'arrivera pas à être sec. Parce que c'est trop dur, c'est trop d'énergie. Ouais. S'il se concentre trop sur son contenu, sur son travail, la médecine, etc. à côté, il va être trop fatigué, il n'arrivera pas à être sec parce qu'on ne peut pas tout faire. Et en fait, je me suis trompé parce que tu as quand même affiché une super condition. Et j'ai un peu du mal à comprendre comment tu as fait. Parce que moi, qui ai un travail quand même beaucoup plus flexible, on va dire, par rapport à mes horaires de travail, par rapport à mes conditions de travail, je peux travailler depuis chez moi vu que je suis du coup coach en ligne. Ça a été déjà assez difficile. Ouais. Je peux m'entraîner aux horaires que je veux, je fais pas des gardes de nuit, j'ai pas fait beaucoup de contenu sur Insta, du coup j'ai pu mettre ça un petit peu en pause aussi. Ça a été dur pour moi. Ouais. Et donc je me suis dit, mais attends, mais comment il fait? Il arrive à respecter sa prépa, à continuer à sécher, à faire le truc à fond. Donc non, en vrai je voulais te le dire, franchement chapeau. Ah, ben merci. Mais pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est toute une histoire aussi d'organisation. Après, il faut aussi dire les choses. J'ai certes eu une condition, je suis quand même pas arrivé premier. Je suis arrivé sur un podium et c'est déjà énorme, il faut le dire. À côté d'athlètes qui ont largement mérité leur place et d'autres qui auraient pu mériter le podium, je tiens quand même à le préciser. C'est vrai que la condition que j'ai proposée, j'en suis content, mais au fond de moi, je sais que forcément, si j'avais fait moins de contenu, si j'avais été un petit peu plus concentré, je sais que j'aurais pu avoir une meilleure condition. Je pense que, Ouais, en fait, sûr. en termes de masse musculaire, en termes de ligne, même en termes de posing, etc., très très bien. Le seul truc qui t'a peut-être un peu manqué, ou en tout cas que tu pourrais améliorer pour les prochaines, c'est ta condition. Ah et oui. même toi, tu sais en fait que tu as de la marge, t'as pas été bloqué, on va dire. Oui. C'est Ah pas oui, comme oui. si ça faisait 2 mois que t'arrivais plus à sécher. Et puis c'était ta première. Et puis tu as fait troisième, je crois, sur, je sais pas, une 15-16 personnes dans la catégorie la plus lourde, Ouais, heavyweight. heavyweight, Il y avait des gros physiques, le gagnant de ta catégorie il fait deuxième à l'overall quand même. C'est une grosse caté. Franchement, ouais. bien joué. Et Merci. il faut que tu continues les compètes. Je sais pas ce Ouais. que tu as prévu, mais Mais tu as quand même du potentiel dedans. Donc, franchement, au début, je pensais en faire une expérience, surtout pour comprendre comment les bodies fonctionnent. Et parce que moi, j'aimerais bien suivre des bodies dans ma carrière de médecin. C'est vraiment, je trouve qu'il n'y en a pas de médecins qui sont vraiment concernés par le sujet, tu vois. Et ça, on pourra en parler d'ailleurs aussi. Mais donc, du coup, je me disais, c'est quand même essentiel d'essayer de comprendre comment ça fonctionne pour les comprendre aussi, ces athlètes-là. Exactement. Et je me suis pris au jeu, et oui, pour te répondre, je crois que j'aimerais bien refaire une compète l'année prochaine. L'année prochaine. Ben, pourquoi pas, ouais. Ok, ouais. À voir aussi comment ça va se goupiller, parce que je vais me rapprocher de mon année de ma thèse, etc. Donc, ça va être un peu chaud. Et puis, comme on a dit aussi, ça serait aussi l'occasion de faire quelque chose de plus sérieux et de mieux impliquer aussi. Donc, on va voir. Je veux pas non plus faire n'importe quoi, annoncer ça n'importe comment. C'est à l'état de réflexion encore. Mais j'y ai pris goût, à tel point que j'ai même hésité là à partir en Espagne. Pour faire la compète qui est ce week-end là. J'ai vraiment hésité. Et après, j'ai vu un petit peu mon emploi du temps. Tiens, là, je sors de garde, pour ceux qui ne savent pas. Ça fait 2 heures que je me suis réveillé. donc, il est 16h. Donc, en vrai, je me suis dit, c'était un peu compliqué, quoi. C'était un peu mon seul... le 27 septembre, en vrai, c'était ma seule date idéale, si tu veux, pour faire cette compète. Ça se matchait parfaitement bien. J'ai même dû demander à un co-interne, que je remercie d'ailleurs, de changer de garde pour pouvoir aller à cette compète qui tombait pile samedi soir. Donc, des fois, c'est pas facile. Et pour te répondre aussi, c'est vrai que la médecine cumulée aux créations de contenu, cumulée à la prépa de body, ça demande une certaine organisation. Certaine rigueur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire à l'avance, il y a des timings à respecter aussi. Il y a des fois où tu as plus d'énergie. Là, ça varie vachement, en fait, l'énergie au cours d'une journée sur une prépa, surtout à l'approche de la compétition. Donc, c'est tout ça qu'il a fallu gérer aussi. J'ai hâte de voir l'année prochaine peut-être ou écoute, par la suite, mais je suivrai ça en tout cas avec un œil attentif. Plaisir. Et ça se passerait comment pour toi dans les suites alors? Des compétitions?
Donc là, cette année, je vais enchaîner des compétitions du coup professionnelles maintenant auxquelles je peux participer. Il y en a deux que j'ai en tête en WNBF. La première, c'est le Pro Show qui a lieu en Allemagne chaque année, pas loin de Munich. C'est une grosse scène avec un niveau assez incroyable. Ouais. Donc là, j'y vais avec beaucoup moins de pression que les autres. Pour autant, c'est un show professionnel pour lequel je pense qu'il faut faire une encore meilleure prestation. Mais vu que le niveau est abusé, j'y vais plus pour m'amuser et j'ai moins d'attente au niveau des résultats. Et après, je vais participer aux Worlds, donc les championnats du monde à Los Angeles le 23 novembre aux États-Unis. Pareil, le niveau, je pense, sera encore plus élevé. C'est toujours un show professionnel et j'y vais pareil, sans pression, juste pour le kiff. Si je fais un top 5, c'est génial. Si je fais un top 3, c'est trop cool. Incroyable. Si je fais un top 10, tant pis. Et puis pour la petite anecdote, 2 jours après, c'est mon anniversaire, le 25 novembre. Et donc je vais pouvoir faire mon post-compète avec ma maman à Los Angeles. C'est beau. Franchement, j'ai hâte. C'est beau, c'est symbolique, c'est très très beau. Franchement, et force en vrai. Hein. Force parce que ça inspire le respect quand tu as compris comment ça fonctionnait le body. Et là, tu maintiens encore la condition. En fait, ce qui a été très difficile pour moi cette année, enfin très difficile, ce qui commence à être vraiment assez difficile, voilà, c'est de maintenir une condition, comme tu l'as dit. Arriver à une condition pour le jour J, c'est difficile, surtout quand elle est pas mal poussée. Mais c'est le fait de la maintenir assez longtemps dans l'année. Et je pense que tu es bien placé pour savoir que pour le corps, être aussi bas en masse grasse, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et on parle de bodybuilding naturel. Est-ce que c'est très très bon pour la santé de faire des compétitions et de mettre son corps dans ces états-là pendant un laps de temps prolongé? Ça, c'est un débat qui est important. Pour donner un petit peu une échelle, ma première compétition cette année, je l'ai faite le 21 juin. Alors c'était un régional, j'étais pas 100% en condition. Après j'ai fait mon autre où j'étais plutôt bien le 26 juillet. Après le 24 août. Après le 27 septembre. Là ça arrive, c'est quoi? C'est le 2 novembre la prochaine. Le 23 novembre, donc 21 juin, 23 novembre. Là tu maintiens une condition. Bah je la... quasiment. Donc de scène depuis le 21 juin. Voilà, ça veut pas dire que je suis en déficit tout le temps, parce que comme tu as dit, je maintiens la condition où je la peaufine un peu. J'ai des diet breaks, j'ai des périodes où on remonte un peu les calories. Mine de rien, pendant 5 mois, le corps, il est un petit peu ralenti et c'est un peu difficile. Et c'était surtout ça le challenge de cette année. C'était de réussir à enchaîner les compétitions. J'en aurais fait 7 du coup en tout à la fin. Wow. Donc là, je sens que j'ai besoin de repos. Ouais. Mais voilà. Si on fait le résumé, sur les 7 là, t'as fait quoi comme classement un peu? Bah j'ai fait tout le temps premier, tout le temps, sauf les... C'est tellement facile. Sauf en Angleterre où j'ai fait 2 fois deuxième derrière le même gars comme j'avais dit. Mais sinon j'ai tout le temps gagné, c'est vrai, avec du recul, c'est assez rapide à énumérer. Non, j'avais fait un post Instagram où j'avais fait le récap, j'ai fait 9 premières places, 2 deuxièmes places, j'ai gagné 4 overall et j'ai eu 3 cartes pro du coup. Wow, mec. Rien que ça. Ouais. Non, en vrai c'était incroyable et c'était vraiment comment dire, c'était même au-delà de mes attentes et des objectifs de cette année. C'est-à-dire que en fait c'est d'un point de vue sportif et même de pouvait attendre on va dire de cette année en termes de ressenti, de sensation, ça a tout explosé ce que je pensais. Je m'attendais à faire des choses bien parce que je m'étais bien préparé, je me suis donné à fond, j'ai vraiment tout donné. Mais là, c'était vraiment le scénario idéal de film que j'aurais pu écrire. Et je me suis dit, bon, ça arrive jamais. Le mec, il gagne, etc. Ça se passe bien. En plus, les premières compétitions, j'étais pas si fatigué que ça et j'en jouais un petit peu. Maintenant, je regrette un petit peu, mais tout paraissait trop beau. Ouais. Bon, et bah, ça s'est pas arrêté. Donc, après, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Effort égale résultat. Ouais, mais tout le monde fait des efforts. En fait, c'est vraiment un sport où tu es contre des personnes qui font la même chose que toi. Encore, c'est un peu la différence entre un examen et un concours. Quand tu fais un examen, tout le monde peut avoir. Imaginons, il faut que tu aies plus la moyenne. Tout le monde peut l'avoir. Donc, tu travailles, tu l'as, bravo. Quand c'est un concours, tu es mis directement en concurrence avec des personnes. Il faut être meilleur qu'elles, tu vois. Ouais. Et donc là, c'est difficile parce que j'ai beau faire le truc à 100%. Je peux avoir un mec qui fait le truc aussi à 100%, qui est plus doué génétiquement que moi ou qui l'a fait à 105% et qui va me battre, tu vois. Donc vu que tu es vraiment confronté à d'autres gens, tu peux faire tout de manière irréprochable, tu n'as aucune certitude sur le résultat, tu vois. Ouais, c'est un peu la cruauté aussi, d'une certaine manière,
de ce process, quoi, de body. C'est comme tu dis, tu peux faire tout bien, mais en fait, il y a un mec qui arrive. Mais c'est la compétition. C'est ça qui est kiffant aussi. C'est ça qui est kiffant. La compétition, c'est que ce soit dans le bodybuilding ou dans d'autres sports ou même dans la vie de tous les jours. Même en médecine, j'imagine que quand vous choisissez vos spécialités, etc., ça reste sous forme de classement, de concours. Il y a un truc, tu vois. Moi, depuis tout petit, depuis que je suis en primaire, même en primaire, j'ai besoin d'être premier. Donc t'as un esprit compétiteur, quand même. Mais même trop, tu vois. Ouais. Ok. C'est-à-dire que quand il y avait le cross, on va dire, quand j'étais en CP ou en CE1, il fallait absolument que je le gagne, sinon j'allais pas dormir. C'est pour tout. Même aujourd'hui, si demain, je sais pas, on va dans un bar, on joue au baby-foot. En vrai, je comprends. En vrai, on va passer une meilleure soirée si je gagne, tu vois. Parce que si je perds, je vais me dire, putain, ou je vais t'en proposer. En fait, j'ai trop ce truc de compétition dans tout. Et je pense que ça m'aide pas mal pour cette pratique-là et que ça m'aide à performer et à tenir quand c'est très difficile. Mais je pense qu'elle existe aussi dans des contextes où c'est pas forcément adapté et que ça serait bien que j'arrive à prendre un peu du recul. Si on joue au Monopoly, que je puisse chill un peu plutôt que faire des calculs de ok, si je lui prends ça, etc., machin, bidule, je vais avoir des loyers, je vais gagner. Bon, on le fait tous. Mais oui, mais je vois le degré. Donc, il y a un peu de ça. Et juste pour qu'on sache aussi, parce que ça, moi, t'as quand même aussi un background d'études. Ouais. C'est-à-dire que tu es athlète de bodybuilding, tu es coach en ligne. Ouais. C'est ça. Et tu as aussi du coup un pédigré d'études. Alors ouais, donc maintenant je me présente en tant que coach sportif et nutritionniste, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais pas pu parler de ça parce que je me suis un petit peu réorienté. D'accord. Ça fait 3 ans, on va dire, que j'ai fait un petit peu ce changement-là. Avant, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, après le bac, je suis parti en classe préparatoire aux grandes écoles. Ah ouais, les 2 ans là, c'est ça? Les 2 ans. Oui. Donc, anciennement, on appelait ça Mathsup, Mathsp. Pour ceux qui connaissent MPSI, MP, etc. Donc, j'ai fait ce cursus-là dans une prépa en internat à Paris. Donc, ça a été une grosse partie, on va dire, de ma vie et de mes études. Très, très dur. Je pense que c'est un peu l'équivalent de médecine dans les filières. C'est une difficulté différente. Ouais, voilà. Je pense que. Je pense que c'est un équivalent différent, quoi. Ouais, parce que en fait, c'est condensé un peu sur 2 ans, donc c'est à coup de 20 heures de maths par semaine, 20 heures de physique par semaine, etc. Enfin, c'est très très costaud. Classe préparatoire à l'issue de laquelle j'ai passé du coup des concours, donc pour les grandes écoles d'ingénieurs. Pour ceux qui connaissent, j'ai intégré l'ENSAE Paris, donc sur le campus de Polytechnique, qui m'a 3 ans. Du coup, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en statistique et j'ai aussi fait un master à King's College à Londres, mais à distance pendant le Covid, malheureusement. Okay. Ah oui. Donc j'ai aussi un master en sciences, en data science. Okay. Pas mal d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. De statistiques. Moi j'ai toujours kiffé les maths, les chiffres, les énigmes, les trucs comme ça. Ça se ressent dans la prépa aussi, non? Avec tes tableurs que tu faisais en fait j'ai toujours cette approche scientifique dans tout ce que je fais. Même dans le sport, et justement j'aime bien apporter cette plus-value. Quand je lis des études sur la nutrition et l'entraînement et que tu as des analyses statistiques, moi ça me parle et j'aime bien creuser un petit peu ça. Et du coup après j'ai travaillé 1 an en entreprise en tant qu'ingénieur data scientist. Ça me plaisait pas, le rythme de vie me plaisait pas et le sport prenait une part trop importante dans ma vie pour que je doive le mettre de côté à cause de mon travail ou que je fasse mes séances comme je le faisais de 20h à 23h complètement fatigué. Et donc j'ai pris la décision de quitter ce travail-là pour faire quelque chose plus en accord avec ce que j'aimais faire. Et je le dis souvent, je pense que c'est une des meilleures décisions de ma vie. Ça a été assez difficile comme choix quand tu fais 5-6 ans d'études après le bac, que ça t'a coûté pas mal de temps et d'argent, d'énergie, et que du jour au lendemain t'appelles tes parents et tu dis je pense que je vais quitter mon travail et qu'en fait mon diplôme d'ingénieur il va me servir à rien parce que je vais complètement changer de voie. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, avec du recul, ça me permet d'être beaucoup plus épanoui, d'accompagner des personnes, et c'est une dimension que j'avais pas forcément avant, et de m'investir beaucoup plus dans ma pratique en tant qu'athlète. Ça me confère, on va dire, une flexibilité qui est très confortable pour pouvoir participer à ces compétitions-là. Et je pense que si j'ai aussi bien performé cette année, c'est aussi grâce à l'environnement que j'ai réussi à me créer, pouvoir m'entraîner à l'horaire que je veux, faire une sieste si j'ai envie parce que je suis fatigué, préparer mes repas un peu un par un, des détails, mais qui sur la durée font la différence. Donc, ça a l'air d'être une décision qui porte ses fruits. Ouais, non, franchement, je suis super content de ça. Et puis, je peux qu'inciter n'importe qui à vraiment trouver un travail qui lui plaît. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu bloquées. Là, le podcast, il change complètement de tournure. Là, c'est développement personnel, etc. Non, mais juste pour finir là-dessus, en fait, il y a plein de personnes, je pense, qui se sentent un peu emprisonnées dans ce rythme d'avoir un travail, d'avoir un salaire, d'avoir un CDI, etc. Et de pas forcément kiffer, mais se dire, de toute façon, c'est comme ça. Tout le monde fait comme ça. La vie, c'est ça. Tu profites les week-ends, tu poses des jours, tu pars en vacances. Mais en fait, je pense qu'il existe
des solutions pour chacun et encore faut-il la trouver. Moi, j'ai eu pas mal de chance parce que c'était vraiment en accord avec ce que je faisais à côté, c'est-à-dire que j'avais déjà commencé à publier sur Instagram juste pour partager ma passion. Ouais. Et en fait, c'est devenu un business, tu vois. Donc c'était déjà un petit peu lancé sans préméditation, tu vois. J'ai pas fait exprès d'ouvrir un compte Instagram pour me dire tiens, peut-être qu'un jour ça me rapportera des clients et je pourrais faire du coaching. Ok. Mais le truc existait. Ouais. Et du coup, le jour où j'ai commencé à me former et à chercher des clients, c'est allé assez vite. Je pense que chacun peut trouver un domaine dans lequel il peut Ok. réussir à se lancer. Ouais, c'est la petite minute. C'était la petite minute développement personnel, mais qui, je pense, pourra peut-être toucher quelques personnes, qui sait. Mais écoute, en vrai, bon, on a pas mal, je pense, fait le point sur tout ce qui était body, Ouais. sur ton palmarès, la vision qu'on en avait très personnelle, finalement. J'avais élaboré un petit questionnaire en tant que médecin du Fit Game, comme je m'appelle si peu humblement, finalement. Autoproclamé le médecin. Voilà, du game. c'est ça, autoproclamé. Et donc, moi, ce qui m'intéressait aussi de savoir, quand je me suis en tout cas lancé dans le process de bodybuilding, c'est un monde que je connaissais, mais de loin sans l'avoir fait. Et je trouve qu'il y a une différence entre le fait de s'y intéresser déjà, mais sans en avoir pratiqué, et le fait d'être passé par une compétition. Moi, ça me paraissait, je trouve, hyper important de comprendre le process d'un body avant de pouvoir tirer des conclusions là-dessus. Et pour donner un avis personnel à ceux qui nous écoutent, et puis même pour toi, c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience que le body, ça n'a rien à voir avec la muscu. Et ça, au début, j'ai grave sous-estimé le bail, pour être tout à fait honnête. Je pensais que, j'ai réussi à faire un... Pour être grossier et pour le dire pour exagérer un petit peu, mais voilà, j'ai fait un concours de médecine, donc la rigueur, ça me connaît, blablabla, tout ça, donc je pourrais tenir une prépa de body. Non. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Et au début, j'ai fait énormément d'erreurs, et puis on en reparlait du fait, bon voilà, je pouvais pas être à 100% non plus dedans. Ça a été quand même, ça sera une belle leçon pour après, mais effectivement, ouais, le body, je trouve que dans une discipline, cette discipline en particulier, c'est un mode de vie, en fait. C'est toute ta vie qui est médiée autour du body. Chaque détail, et je crois que c'est un moment que tu l'as dit, mais chaque détail compte. Il n'y a rien qui est laissé au hasard pour arriver, en fait, à ta condition qui est sur scène, quoi. Que ce soit les repas, la répartition, le sommeil, la récupération, tes entraînements, l'hydratation, enfin, il y a des trucs, même le sel, tu vois. Genre... on s'en rend pas compte, mais en fait, il y a du sel dans tous les petits aliments qu'on mange au quotidien, le gérer et tout ça. Et je me disais, waouh, c'est un process qui est fou. Et ce qui m'intéressait, du coup, c'était de savoir un petit peu l'impact que ça avait sur les athlètes, tu vois. Et voir un petit peu, finalement, dans le bodybuilding naturel, on a parlé de la famille, on a parlé du processus pour arriver sur scène, on a parlé de tous les à côté, de métiers, d'études, etc., de création de contenu et tout ça. Et moi, ce que j'avais envie de savoir, du coup, c'était aussi comment les athlètes, de manière générale, vivaient leur pré-pair et post-compétition, tu vois. Et du coup, j'en ai fait un petit questionnaire que j'ai envoyé, je vous ai un peu harcelé avec ça, j'en suis désolé. Et d'ailleurs, merci à ceux qui ont répondu, qui ont joué le jeu, parce que vraiment, c'était très intéressant de voir en fait les réponses, c'est resté anonyme. Je pensais pas que personnellement, moi, ça m'impacterait autant. L'énergie et la fatigue, pour te donner un résultat de ce que j'ai vu. On va parler de chiffres, là ? Ouais, on va parler de chiffres. C'est ton truc. Mon moment préféré, là. Voilà. Les chiffres... On va parler chiffres. Vas-y, c'est bon. Voilà. Donc... j'avais fait, et franchement, le questionnaire a volontairement été très basique. Je suis pas allé chercher des trucs compliqués, voilà, j'ai posé des questions très simples pour que tout le monde puisse répondre. Il y a quand même 40% des personnes qui m'ont répondu qui avaient un état de fatigue supérieur à 6 à 8 sur 10. Et je trouve que c'est pas rien. Et moi, j'aimerais que tu me donnes un petit peu ton retour sur la gestion de l'énergie, sur une prépa, body, et à quel point aussi ça impacte un athlète, tu vois. Est-ce que déjà, toi, ça t'a impacté et comment tu gérais ça un petit peu ? Alors, en fait, je pense que la gestion de l'énergie, on va dire, et de la fatigue, c'est un des principaux enjeux dans une préparation, avec la gestion de la faim aussi. Ouais. Y a des personnes qui sont plus impactées par l'un que par l'autre, mais le réel challenge, c'est ça, et c'est là d'où vient un petit peu la différence aussi entre la pratique de la musculation et du body, comme tu le disais. T'as beaucoup moins le droit à l'erreur quand tu fais du bodybuilding, mais surtout, tu vas pousser toutes les variables un petit peu à l'extrême et ça va se répercuter sur ta fatigue. Parfois, en parallèle de ça, t'as ton sommeil aussi qui peut se dégrader un petit peu. Ouais. Et quand t'es plus fatigué, tu dors moins bien, t'es encore plus fatigué. C'est un cercle vicieux. Et du coup, voilà, tu dors encore moins bien, etc. Et c'est exactement un cercle vicieux. Et ça, c'est très difficile à gérer. Donc, t'as vraiment cette fatigue, on va dire, physique qui est présente et malgré laquelle il faut continuer à performer à l'entraînement, il faut continuer à rester lucide, etc. sur plein de choses, à être objectif. C'est pour ça que c'est très difficile
pour moi, et il y a des personnes qui y arrivent, mais à se préparer sans coach. Parce que moi, je sais qu'avec la fatigue, je perdrai mon objectivité. J'aurais l'impression d'être pas sec, d'être pas musclé. Moi, j'aurais tendance à vouloir en faire trop, en faire plus. Et du coup, c'est très important de réussir à gérer ça. Et je pense que c'est très important d'être bien accompagné, entouré pour ça. Donc, je pense que la gestion vraiment de l'énergie, c'est le principal facteur qui fait qu'une prépa body, c'est très difficile parce que ton corps tourne au ralenti un petit peu quand t'es très bas en masse grasse, il a besoin de s'économiser en fait. Mais c'est exactement ça, ouais. Des trucs tout bêtes, mais moi je me suis rendu compte, ça me l'a plus fait il y a 2 ans quand c'était ma première prépa et que j'avais moins de recul, que mon corps s'économisait. On peut parler de NEAT, etc. Mais en fait, la façon dont ton corps va réagir, il va s'économiser. Et moi ça paraît bête, mais à la fin, donc je marchais, je faisais mes steps et je me prenais de plus en plus fréquemment les trottoirs. Pourquoi ? Parce que mon corps économisait de l'énergie et il levait les pieds un peu moins haut. Ouais. Au lieu de marcher normalement, je m'économisais. Tu vois, 1 centimètre, 1,5 centimètre, le corps s'économisait automatiquement. Je me prenais les trottoirs et je te jure, 2-3 fois par jour, j'étais à 2 doigts de tomber à cause de ça. Wow. Et en fait, c'est des détails qui montrent que ton corps il va essayer de s'économiser, etc. Et au final, du coup, tu vas brûler moins de calories parce que ton corps il s'économise. C'est-à-dire que quand tu vas parler, tu vas moins bouger, tu vas parler moins fort, des choses comme ça. Et du coup, c'est pour ça, c'est un autre sujet, mais il y a des personnes qui ont du mal à perdre du poids aussi parce que leur NEAT est diminué. Et du coup, si elles restent sur leurs 15 000 pas par exemple, mais c'est 15 000 pas où tu lèves un peu moins le pied. Ouais. Peut-être que pour créer la même dépense, il faudrait faire 17 000. Donc bref, c'est très compliqué d'estimer cette fatigue-là et c'est aussi très compliqué d'être objectif dessus. Parce que quand tu es plongé dans la fatigue, des fois tu es en mode de tryhard, tu la ressens même. Tu dis non, c'est bon, je suis dedans. Tu prends du recul, tu dis putain, mais je t'ai crevé en fait. Tu vois des photos de toi, tu dis mais quand t'es dedans, t'es là non, allez, j'en veux plus. Je suis d'accord. Ah, ça c'est intéressant ce que tu viens de dire sur le fait qu'en fait tu fais les mêmes choses mais tu brûles moins par compensation et par adaptation en fait. Et comme tu disais, c'est un truc qui, je pense, pas mal de monde en dehors du body. Le fameux mur que les gens se prennent a pu arriver à perdre de poids dans cette idée de surfatigue en fait. Finalement. Ouais, c'est ça. Par rapport à l'énergie, je pense que ça fait un lien direct avec ça. C'est que il y a quand même près d'un quart des athlètes qui avaient un mauvais ou très mauvais sommeil. T'en penses quoi de ça ? Ça me paraît presque peu comme statistique. Parce que moi, je la tourne dans l'autre sens. Je me dis, il y a 3 quarts qui ont un bon sommeil, ou un sommeil normal. La répartition exacte, c'était 33% ont un sommeil moyen, 35% ont un bon sommeil, et 23% ont un mauvais, voire très mauvais sommeil. Alors, si tu me permets, je vais faire un petit disclaimer sur l'interprétation, on va dire, des données statistiques et notamment celle d'un sondage comme ça. Ça m'intéresse. Oui, il y a plein de... Parce qu'en fait, en statistique, il y a beaucoup de biais et il faut être très précautionneux quand on vient interpréter des données. Et notamment, la forme qu'a pris ton sondage, on va dire, ton questionnaire, en fait, tu as un biais d'autosélection. C'est-à-dire que c'est les personnes qui choisissent si elles répondent ou non. Et ça vient assez largement biaiser des données, donc il faut toujours garder ça à l'esprit et faire attention. Par exemple, quelqu'un qui aurait extrêmement mal vécu sa prépa, qui aurait fait un mauvais résultat, qui aurait été extrêmement fatigué, qui en a un très mauvais souvenir, il aurait vu ton formulaire, il aurait dit « moi je vais plus en entendre parler, je vais pas le remplir ». Du coup, tu perds sa donnée à lui, qui est une donnée qui est extrême et qui est très importante. Très précieuse. Ou au contraire, peut-être que ce mec-là va se dire « putain, moi je l'ai très mal vécu, faut que je partage mon retour d'expérience, ça va aider les gens, etc. » Donc peut-être qu'en fait, tu auras plus de personnes fatiguées qui vont répondre à ton sondage ou plus de personnes moins fatiguées qui vont être contentes, ça s'est bien passé, je vais répondre au petit sondage, etc., etc. Je sais pas dans quel sens ça va et pour plein de questions, il faut garder à l'esprit que tout le monde n'y a pas répondu et que du coup, peut-être que ça peut plus favoriser certaines personnes qui ont eu un bon retour d'expérience sur la compète et du coup, les mauvaises notes, elles apparaissent un petit peu moins. Et ce qui est difficile aussi, c'est sur les réponses en tant que telles, sur l'objectivité que tu vas te donner. Là, la personne, tu leur demandes après la compète leur état de fatigue. Tu leur demandes pendant la prépa, ils auraient pas répondu la même chose forcément. Après la compète, tu vas dire ah putain, je t'ai crevé quand même 6 sur 10. Pendant la prépa, ah gros, je suis mort 9 sur 10. Tu vois, vu que c'était dans le passé, les gens vont se dire oh oui, je disais que j'étais fatigué, mais finalement ça allait, etc. Et donc en fait, il y a une différence à quand les personnes vont répondre au sondage, que ce soit après la compète, pendant la préparation, etc. sur les valeurs. Donc attention, il y a peut-être des petits biais, peut-être que les valeurs seraient un peu plus élevées, un peu plus sous-estimées. Donc je sais pas dans quelle direction ça irait, mais c'est juste pour quand on étudie, on va dire, des données comme ça, avoir du recul, on peut analyser les choses, discuter, mais se dire ok, n'oublions pas qu'il y a peut-être tel ou tel biais. Donc on va analyser les résultats avec du recul. Et d'ailleurs, ça me fait penser que au-delà de ce questionnaire, est-ce qu'on peut pas aussi extrapoler ça sur, par exemple, sur les réseaux? C'est un petit aparté que je fais. Mais tu vois, par exemple, on voit souvent sur les réseaux l'analyse d'articles scientifiques avec des données comme si c'était les données un petit peu genre il y a eu cette donnée mathématique significative sur l'hypertrophie, la perte de poids et tout, donc c'est comme ça. C'est un calvaire. L'analyse scientifique, les analyses des études scientifiques comme ça, c'est
elles sont souvent faites par des personnes qui n'ont pas, on va dire, le bagage scientifique pour réussir à les analyser et qui viennent regarder la conclusion, l'extrapoler et faire ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire utiliser les informations qui vont dans ton sens. Demain, toi, tu dis, je sais pas, le squat, c'est mieux que le leg extension pour développer les quadriceps. Tu vois une étude qui dit ça, tu vas le mettre en story. Tu vois une étude qui dit le contraire, tu vas faire genre tu l'as pas vu. Tu vois. Ou alors tu vas dire ouais mais elle a été mal faite, elle a été faite sur des participants qui n'étaient pas entraînés, etc. Alors que l'étude qui allait dans ton sens va lui donner beaucoup plus de crédit, tu vois. Et c'est ce qui arrive pour beaucoup de personnes. Et du coup, faire très attention à ça. C'est pour ça qu'il y a différentes hiérarchies, on va dire, de preuves scientifiques. Tu peux avoir une étude isolée, tu peux avoir ce qu'on appelle des méta-analyses, ce genre de choses, et qui n'ont pas forcément le même niveau de preuve. Tout à fait. Donc faire attention. Et puis il faut aussi voir comment l'étude a été créée, sur quel type de participants, pendant combien de temps, ce qui a été fait, les biais qui ont été présents. C'est très difficile, il faut laisser ça aux professionnels et il ne faut pas prendre le dernier post Instagram, regarder la conclusion, ah ça me plaît bien, je le mets en story. C'est ça. Mais du coup c'est dur à faire. En vrai, une vraie lecture critique d'article, c'est super long. C'est long, c'est chiant, et puis tu trouves jamais une étude qui est complètement bien, tu vois, parce qu'en plus nous on est vraiment dans le bodybuilding, on a peut-être un volume d'entraînement qui est différent de beaucoup de personnes, donc peut-être que le résultat il serait pas forcément le même que ce qui a été fait sur une population générale ou quelqu'un qui s'entraîne pas forcément très dur, enfin bref, c'est ça. C'est très très dur, et du coup voilà, et même si tu arrives à faire une étude parfaite sur 20 participants, tu as des indicateurs statistiques par rapport à la taille de l'échantillon, etc. qui te donnent des trucs, la p-value comme ça, qui te permettent de dire un peu la crédibilité du résultat. On dit souvent en médecine, c'est en fonction de la p-value, si c'est significatif ou non. Exactement, c'est un intervalle de confiance, 0,05 en général, on parle de ça. Bon, en fait, c'est vraiment une science, il y a des études qui existent là-dedans, des études même supérieures. Quand on n'a jamais fait ça et qu'on essaye d'analyser une étude soi-même, c'est un petit peu difficile, on peut vite dire n'importe quoi, et surtout on peut vite faire dire un petit peu n'importe quoi aussi à une étude, en fonction de comment tu interprètes les données, lesquelles tu omets, lesquelles tu mets en avant, les statistiques que tu choisis. Tu vois, par exemple, toi tu m'as dit tout à l'heure, Cyriane, il y a un quart des personnes qui sont très fatiguées, tu vois, ça te paraissait beaucoup. Moi je l'ai vu dans l'autre sens, je me suis dit, mais il y a 3 quarts qui sont pas si fatigués que ça. Donc imagine, tu fais un post Instagram, attention, un quart des personnes sont très fatiguées, les gens vont dire oh, c'est chaud, et si le lendemain tu fais 3 quarts des personnes ne sont pas très fatiguées, les gens vont voir le message opposé alors que la stat est la même, tu vois. Donc en fonction de comment tu communiques dessus, l'impact il est hyper différent. Donc les stats c'est un petit jeu, faut faire très attention. Ça c'est bon à savoir, parce que vraiment tu vois sur les réseaux les gens, mais des fois je te dis oh là là. Mais moi en vrai, pour être honnête, moi-même une fois j'ai déjà fait l'erreur. Donc mais en fait tout le monde continue à faire les erreurs parce que t'as tes propres biais, et puis il y a des petits pièges statistiques dans lesquels tu peux tomber. C'est ça. Notamment les différences entre corrélation, causalité, ça on entend beaucoup parler. Il y a des variables qui évoluent dans le même sens, on se dit bah tiens, il y en a une qui cause l'autre, complètement différent, tu vois. Indépendant, tout à fait. Donc les statistiques c'est une science, faut faire attention quand on interprète tout ça. Prenez un peu de recul quand vous voyez le mec, il a fait des études en stats, il fait que de parler de ça, il a oublié de parler de body. Non mais comme ça on régule un peu le marché, tu vois. On met un peu d'intellectuel. Donc, après, moi je voulais savoir, est-ce que tu as contrôlé un petit peu au niveau médical? Est-ce que toi tu as fait des bilans? Est-ce que tu as contrôlé un petit peu ta santé, ou tu t'es vraiment lancé tête baissée, enfin, pour le dire grossièrement, dans la prépa? Alors, j'ai fait une prise de sang avant ma préparation et je comptais en faire une après pour voir un petit peu l'état des lieux et les variables qui ont évolué et dans quel sens aussi. Après, je suis aussi quand même plutôt bien encadré par mon coach et on essaie de traquer beaucoup de données. Donc toujours un peu cette approche scientifique, que ce soit les données autour de l'entraînement, autour de l'alimentation, les calories, les macronutriments, les fibres, l'hydratation, le sel, etc. dont tu as parlé, mais aussi d'autres biofeedbacks, on va dire, que ce soit des données en termes de sommeil, en termes de qualité de sommeil. Bon là j'ai une montre qui calcule quelques données, c'est pas forcément super fiable, mais avant j'avais une bague aussi qui me permettait d'avoir certaines informations sur ma durée de sommeil, mes cycles de sommeil, sommeil profond, etc. Ma fréquence cardiaque. J'aurais pu prendre ma pression artérielle aussi, chose que j'ai pas forcément faite, mais on essaie quand même de collecter des données et de voir comment ça évolue, parce que ce qui est important c'est d'avoir un petit peu des évolutions relatives, pas forcément absolues, mais savoir dans quel sens ça évolue. Ça je pense que c'est intéressant. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de données à documenter, mais quand je ferai ma prochaine prise de sang, je pense que ce sera un prétexte aussi pour
pour voir ce qu'il en a été. Et j'essaierai de la faire assez rapidement après mes dernières compètes. Ouais. Parce que si je la fais 2 mois après et que j'ai repris 10 kilos et que ça va mieux, Ouais. bah, peut-être qu'on n'aura pas vu là où ça allait moins bien, donc ça peut être intéressant. Ouais, tu vois, moi pour ma part, j'en avais fait une à la fin, juste avant de monter sur scène, tu vois. Ouais. Juste avant d'aller à WNBF, j'étais allé faire une prise de sang. Et j'avais eu les résultats, j'avais dit que je les communiquerais. Ouais. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que déjà, bon, tout ce qui est NFS, donc c'est-à-dire le sang de manière générale, c'était globalement ok. Il y avait pas, l'hémoglobine n'était pas trop basse ou des choses comme ça. Mais c'est surtout au niveau lipidique, glucidique et aussi hormonal que c'était intéressant, tu vois. Et je pensais pas autant, mais par exemple, tu vois, mon axe hypothalamo-hypophysaire a été vachement diminué. Ouais. J'entends par là, tu vois, tout ce qui a été FSH, LH et testostéronémie, tu vois. Alors, c'est pas un indicateur fiable pour dire que j'étais en mauvaise santé, les gars. J'étais dans une période particulière, à un moment donné particulier, avec une diète particulière aussi. Donc, puis sur un laps de temps assez court aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Sur un laps de temps court. Et puis, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas. Ce que je veux surtout pas lancer comme tendance, c'est de faire des prises de sang à tout prix pour ça, pour ci, pour ça. Ça sert à rien en vrai. Et par exemple, mettre une testostérone sur l'argument de je veux voir si je suis en bonne santé. Ça va au-delà de ça. Voilà, ouais. Globalement, on n'a pas besoin. Même si on a la testostérone, on ne saura pas si tu es en bonne santé ou pas. C'est pas l'indicateur qui est. Mais c'était assez intéressant quand même parce que, figure-toi, que de par les valeurs que j'avais, j'étais éligible dans l'indication médicale, tu vois, dans mes livres d'urologie, d'andrologie, à avoir une TRT. Ah ouais. Parce que t'avais trop descendu. Du coup, ah ouais. À ce point-là, ok. Bah, je pensais pas autant. Et mais il n'y a pas le feu. Je pourrais vous montrer la testo libre, en l'occurrence, parce que c'est la biodisponible qu'on mesure, en plus de l'impact que ça a sur le quotidien. C'est pas qu'une histoire biologique, c'est aussi une symptomatologie clinique. Et en vrai, en l'état actuel des choses, au vu de mon énergie, au vu de l'impact que ça avait dans mon quotidien et des valeurs biologiques, c'était des indications suffisamment nécessaires pour, par exemple, commencer à avoir des gels. C'est comme ça qu'on commence l'andropause, c'est des gels. Et après, on va dans d'autres... on monte en gamme, si vous voulez, de prise en charge. Mais je trouvais ça très marrant. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une TRT, c'est... Ah oui, c'est vrai, je parle... Je peux oui. expliquer, mais... Oui, une TRT, c'est une thérapie du remplacement de la testostérone. Voilà, c'est thérapie, remplacement... Testostérone remplacement thérapie. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et bah, en gros, tu me dis si je me trompe, mais vu que ton corps, il en produit pas assez, bah, tu dois lui en injecter de manière exogène, alors à différents dosages. Ouais. Les bodybuilders, ça a des gros dosages et c'est plus une TRT, mais ceux qui arrêtent, ou même, du coup, comme tu l'as dit, tu peux être éligible médicalement pour ça. Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, ou pour certaines personnes qui ont des pathologies ou quoi, bah, ton corps en produit pas assez. Puis pour être en bonne santé, il en faut un peu plus. Donc tu t'en mets un petit peu. Oui, c'est ça. Pour rester dans les seuils physiologiques, on va dire. C'est ça, ouais. Des fois, en fait, avoir des taux trop bas, ça peut vraiment impacter la vie des hommes, en l'occurrence. Et donc, faire ces injections, donc en général, c'est assez protocolisé, surtout en France, on est très prudent par rapport à ça. C'est d'abord des gels qui sont pas très efficaces, pour être tout à fait honnête. Et après, j'ai entendu parler des mecs qui se mettaient des gels sur les épaules. C'est ça, il y a des patchs ou des gels, comme ça, Exactement, ouais. Ok, ça fonctionne vraiment ça? Bon, ça a été mis, je pense, si tu veux, en première ligne. Si jamais, après, c'est pas aussi significatif qu'une injection, disons-le. Hein. C'est vrai que de l'androtardil, donc c'est la testostérone énanthate, tu mets ça en intramusculaire, il n'y a plus de doute, ça va marcher. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On le donnait aussi aux personnes cachexiques et personnes atteintes du sida qui avaient une amyotrophie musculaire. C'est aussi pour ça qu'on donnait les stéros aussi de base, parce que du coup c'est un stéroïde, mais grossièrement parlant. Et donc oui, voilà, c'était surtout pour ça. Les gels, j'en ai jamais vu en pratique, pour être tout à fait honnête, l'application de gel. Moi, j'ai un gars que je vois sur Instagram qui s'appelle Jamie, qui habite au Canada, il me semble. C'est un ancien obèse, et du coup, il a perdu beaucoup de poids. Il a fait des compétitions, il est devenu très sec, il a eu quelques dérèglements, on va dire. Et je crois qu'il est en TRT et qu'il fait sous forme de pommade. C'est pour ça que je connaissais ça. Oui, voilà. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais tu sais, je me dis, les mecs qui ont peur des piqûres et tout, tu sors de la douche, au lieu de mettre ta crème pour ta peau, tu te mets ta pommade, tu te mets ta TRT sur le cou. Et puis ça passe tranquille, ta mère elle est là, oh ben il prend soin de sa peau, mon fils et tout. Et puis il a pris il a pris un peu de galbe. Alors qu'il se dope, donc voilà un petit peu. Et puis bah pour les femmes, c'est encore un stade au-dessus sur le cycle menstruel.
sur tout un tas de symptômes. Le fait, nous, c'est à notre échelle de testostérone qui est cyclique journalier, j'ai envie de dire. Les femmes sur 28 jours, ils peuvent avoir un vrai impact. Et c'est pour ça aussi que j'avais fait j'avais demandé aussi par rapport à ça aux athlètes femmes, parce qu'il y en a des fois qui n'ont plus leurs règles, quoi. Ouais, malheureusement, ça a l'air assez courant. C'est assez courant, et il y a l'acné qui vient des fois ou qui revient, et des fois même il y en a après compète, ça dérègle complètement leur schéma hormonal, leur cycle menstruel. Et donc ça me paraissait aussi important d'en parler. Je sais qu'il y a plusieurs invités avec qui on débattra de ça un petit peu. Je suis peut-être pas le bon en termes de retour d'expérience, mais voilà. Mais oui, c'est des choses auxquelles il faut prêter attention. C'est ça. Donc après, tu vois, on avait parlé de l'impact aussi dans l'entourage, de manière personnelle, ce que ça pouvait avoir. Donc, en prenant des pincettes, on va parler toujours chiffres, d'accord? Il y avait quand même, tu vois, je vais te dire toutes les variables. J'avais parlé de l'impact personnel que ça pouvait avoir. C'est très subjectif, ok? Je voulais pas faire non plus quelque chose de trop compliqué. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai eu pas mal de réponses. C'est parce que c'était pas un questionnaire très compliqué. Il n'y avait pas, si tu veux, des critères pour qualifier, par exemple, impact négatif, ce que ça comprenait, impact moyen, ce que ça comprenait. C'est vrai que j'aurais pu. Mais dans l'impact personnel qu'il y avait des athlètes, il y en avait 32% qui considéraient que ça avait eu un impact négatif sur leur vie personnelle, la préparation en bodybuilding, 19% positif et 49%, excuse-moi, qui étaient satisfaits, mais qui éprouvaient quand même un vide post-show. Ça, c'est ce que j'avais vu dans les réponses après. Est-ce qu'on peut parler justement un peu de cet impact que peut avoir le body, surtout post-show? Alors, bon, pour étayer rapidement sur avant l'impact positif ou négatif que ça peut avoir sur ton environnement social, avec la fatigue, avec le sommeil, tu as de l'irritabilité, de l'impatience qui arrive, et du coup c'est difficile de gérer, on va dire, l'aspect social, que ce soit les collègues au travail, que ce soit ta famille, les gens que tu côtoies, donc c'est très difficile, et je pense que ça peut avoir un impact négatif. Tu deviens un petit peu moins sympa à côtoyer, tout simplement, et tu as moins envie de voir les personnes. Moi, il y a des amis que ça fait assez longtemps que j'ai pas vu parce que j'ai pas le temps, l'énergie d'aller les voir. J'espère qu'ils m'en veulent pas. Mais si, voilà, j'ai un peu pris du recul, j'ai pensé à moi, et faut faire attention à tout ça. Ça peut avoir un impact positif. Moi, par exemple, comme je l'ai dit, j'ai mes parents qui sont venus me voir à mes compétitions. Je pense qu'on a créé des liens. Je pense que c'est des périodes où peut-être je me confie un peu plus, je suis plus à fleur de peau, je vis des choses, il y a des choses qui me manquent. Ça me l'avait fait il y a 2 ans, mais vu que je m'isole beaucoup, après je suis très content de retourner voir mes grands-parents, aller au repas de famille, là où les années d'avant, je suis toujours content, mais ça n'a pas la même saveur. Donc ça te permet de te reconnecter un petit peu avec la réalité, on va dire via le manque. Et pour ce qui est du post-show, ça c'est un sujet qui est très compliqué. On est tellement plongé dans une période, on va dire, hyper stimulante, avec des objectifs très concrets que, en tout cas moi le sentiment que j'en ai, c'est que toutes tes journées servent à quelque chose et ont un but précis. Tu ne peux pas faire une journée inutile. Tu te lèves, tu as ton training, ton cardio, tes steps, tes repas, etc. Tu avances vers un objectif, tu as une date en tête, une échéance, un truc pour lequel tu te donnes, on va dire, corps et âme tous les jours vers un objectif. Mais vraiment, ça te drive, mais enfin, en tout cas, moi, un truc de fou, tu vois. Genre, j'ai pas de mal à me lever le matin parce que je sais ce que j'ai à faire et je sais que j'ai un objectif qui me passionne et qui me tient à cœur. Quand cet objectif, il est passé, le lendemain, tu te réveilles, tu fais quoi? Le vide. Tu vas t'entraîner, mais est-ce que tu vas t'entraîner genre comme un malade mental ou est-ce que tu vas te dire je peux me reposer un peu? Est-ce que tu vas aller faire tes steps? Est-ce que tu vas faire ton truc? Il y a vraiment un vide qui se crée par manque, on va dire, d'objectifs et d'échéances. Et moi, je l'ai ressenti celui-là. Et c'est vrai qu'il fait assez peur. Parce que c'est tellement fatigant et c'est tellement prenant. En fait, t'es un peu perdu et t'as l'impression que tu te lèves. Et enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai rien à faire. Alors, t'as ton travail. Et après, t'as l'impression que t'as rien à faire. Après, hormis le travail ou les heures incompressibles, quand tu rentres chez toi, t'es là, tu vas t'entraîner. Parce qu'en fait, avant, t'allais dehors marcher pour faire tes steps. Mais rien que marcher, c'était une partie de ton travail, tu vois. Là, tu marches, moi, je l'ai vécu comme ça. Et puis même, après, t'as tout l'aspect aussi psychologique et physique de gérer sa faim, gérer sa prise de poids,
Moi, je sais que j'ai pris du poids assez rapidement. Tu te sens pas forcément bien dans ton corps, tu cèdes à certaines pulsions. En fait, tu te sens pas bien. Du coup, tu as envie de te remettre en déficit pour reperdre du poids. Du coup, tu te recrées des frustrations. Tu sais pas ce que tu fais. Est-ce que je repars en prise de masse? Est-ce qu'il faut que je ressèche? Est-ce que je refais des compètes? Est-ce que je refais pas? Mais si j'en fais dans 2 ans, je vais réussir à aller m'entraîner tous les jours, même quand je suis fatigué. Si j'ai pas un petit objectif de court terme et tout, c'est très très difficile. Et c'est pour ça, je pense que le coaching, quand vous avez un coach, c'est important de l'engager au moins 1, 2 ou 3 mois après la compétition. Intéressant. Pour pas être dans cet univers un peu vide justement, où tu sais pas comment te gérer, tu cèdes à tes pulsions, tu arrêtes complètement tout, et tu as des personnes qui se sont restreintes pendant 6 mois, en 1 mois reprennent 15 kilos et après doivent repartir en déficit. T'en connais qu'on fait des... Ah ouais. Moi l'année dernière, si tu veux, il y a 2 ans, j'ai pris en 5 semaines, je crois, j'ai pris 15 kilos. 15 kilos, ok. Ce qui est pas énorme parce que je pense qu'il y a 5-6 kilos qui sont bons, qu'il faut que tu reprennes rapidement pour que ton corps fonctionne bien. Oui. Mais en fait, après, il y a eu des kilos, en fait, je mangeais trop. Genre, j'avais ma satiété qui était complètement déréglée. Ouais. Je me souviens, un des premiers repas que j'ai fait post-show, j'ai mangé 3 pizzas avec les croûtes. Pour te dire, la différence, ça veut dire que t'as faim de fou. Ouais, t'as faim. C'est pas que t'as envie de croûtes. Donc 3 pizzas, mais j'étais aux États-Unis, hein, donc la taille des pizzas, fais attention. Une pizza Nutella en dessert, donc une 4e pizza. Tu te dis mais le mec, mais et là dans le frigo il y avait un banana bread, j'ai mangé la moitié. Après je voyais du pain de mie avec du miel, j'en mangeais. Je mangeais du skyr, de l'ananas. Je commandais des trucs sur Uber Eats. Le soir j'ai fait Five Guys, j'ai commandé des cookies sur Uber Eats encore. J'arrivais plus à m'arrêter, j'avais mal au ventre, mais j'avais plus cette sensation de faim en fait qui te dit stop normalement. Okay. Tes hormones qui gèrent la satiété sont complètement out, fonctionnent plus correctement. Oui. Et en fait, tu manges beaucoup et tu as envie de retrouver des goûts, des textures, des saveurs. Et même quand tu n'as plus faim, oh putain, ça fait longtemps. Oh, le spéculoos, ça fait longtemps que j'en ai pas remangé. Oh, caramel beurre salé, j'ai plus faim, mais ça fait tellement longtemps. Et t'en viens à faire n'importe quoi. Et du coup, après, à un moment donné, ton physique il disparaît en quelques jours, quelques semaines. Et du coup, tu te remets en déficit. C'est que attends, tu te remets dans une période de restriction alors que tu l'as été pendant très très longtemps. Et en plus, maintenant, tu n'as plus un vrai objectif de compète qui dit faut que je sois irréprochable. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu te restreins pendant 2-3 jours. Après, tu te dis. Mec, c'est bon, attends, si je veux pas non plus me pourrir la vie tout le temps, allez, fais-toi plaisir. Et hop, tu reprends du poids, hop, tu te remets en déficit. Et ça, même moi, ça m'est arrivé. Je dis même moi parce qu'il y a des personnes qui se disent non, mais ça dépend ce que tu montres sur le réseau. Tout se passe bien pour lui, tout se passe bien pour un tel. C'est vrai. Beaucoup plus de personnes sont sujettes à ça que ce qu'on pense. Donc, c'est une sacrée porte, ça peut être une sacrée porte d'entrée à des TCA en fait. Ouais. Et même moi qui. Avait une relation assez saine avec l'alimentation avant, c'est-à-dire que j'étais pas du tout gourmand, plus du type à me forcer à manger, à pas prendre de dessert au restaurant parce que le sucré ça me faisait pas grand-chose. Là j'ai développé des obsessions pour la nourriture, mais il y a des aliments que j'aime bien maintenant, que j'aime plus. Avant j'avais du mal avec les fruits et les légumes. Depuis la prépa il y a 2 ans, j'adore ça. Okay. J'avais du mal avec le poisson, maintenant j'aime bien le poisson. Ça m'a débloqué, mais ça m'a aussi créé des trucs. Maintenant j'adore les desserts, maintenant j'ai du mal à me contrôler, etc. Donc ouais, je pense que ça a eu un impact un peu négatif qui dure même un peu après. Ouais. Et j'ai pas honte de le dire, ça fait partie du truc. Moi aussi, faut que je me gère vis-à-vis de ça, c'est pas forcément évident. Ok. Mais j'avais notifié ça, effectivement. Alors moi, pour ma part, tu vois, dans la reprise de poids, pour donner un peu des chiffres. Je t'ai quand même vu beaucoup sur l'escalier ces derniers temps. Hein. Oui, mais justement. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je me suis dit, moi, je voulais pas que mentalement, ça soit une préoccupation pour moi. Mais tu vois tout ce que tu as dit, genre, oh, je vais beaucoup manger, ensuite il va falloir que je me mette en restriction, et etc. Donc déjà, la première semaine, je me suis dit, écoute, j'avais des événements de prévus, c'était à l'approche aussi de mon anniversaire, je me suis dit, je vais pas trop me prendre la tête. J'ai fait un chinois à volonté, supplément volonté, pour te dire, voilà, je suis allé loin dans le avec pas beaucoup de volonté de se restreindre, ouais. C'est ça. Mais, donc en vrai, vraiment, la première semaine, ça a plus été, voilà, je me suis dit, bon, mentalement, tu te prends pas trop la tête. Et après, je me suis dit, il y a cette situation où tu as fait beaucoup d'activités physiques, tu avais un régime alimentaire très restrictif, tu vas reprendre petit à petit une alimentation qui va être correcte, mais tu vas réaugmenter tes calories. Donc, fais crescendo si tu veux. J'avais une grosse activité physique et un régime très restreint, tu vois. Ouais. Donc, la première semaine, ça a été une semaine de restriction, d'exception. Oui, je me suis fait vraiment plaisir et tout, voilà, pour être, j'ai mangé... des poulets frits, des matériels comme ça, je me suis fait plaisir. À partir de cette fin de première semaine, je me suis dit, bon, maintenant, on va rééquilibrer le truc, tu vois. Donc, oui, j'ai continué à faire de l'escalier, mais pas autant que, tu vois, la prépa. Avant, je faisais des escaliers parce que c'était dans le truc, 20 minutes après chaque séance et tout ça. Là, de temps en temps, je me disais, mec, va faire un peu d'escalier, tu te mets un animé, tranquille, juste pour équilibrer, si tu veux, l'activité physique que
tu vas avoir en moindre quantité par rapport à avant et pour que ça soit naturel en fait. Et tu vois, je fais pas d'escalier tous les jours, mais j'en fais de temps en temps. Et pour moi, c'était une manière un petit peu naturelle, si tu veux, de revenir à cet état auquel j'étais avant prépa body. Et donc, remanger normalement et correctement, me faire plaisir de temps en temps, etc. Et quand même, tu vois, maintenir pas, si tu veux, revenir à une activité physique directement en dessous, tu vois. Parce qu'avant, j'avais pas l'habitude de faire d'escalier après chacune de mes séances. J'avais pas l'habitude de faire 15 ou 17 cast-steps ou 20 cast-steps, tu vois, sur des jours de repos, des trucs comme ça. J'en faisais, mais pas aussi intensément, tu vois. Et je me suis dit, il faut que ça soit progressif. Donc c'est vrai, j'avais fait ces escaliers, j'ai continué à boire correctement et tout ça. Et en fait, je pense que naturellement, tu vois, bah, je commence à me rééquilibrer. J'ai pris 5 kilos. En combien de temps? En 2 semaines. Ok. Parce que bah ça, je pense que c'est une façon très intelligente de se gérer, mais encore faut-il, on va dire, réussir. Il y a des personnes qui, effectivement, font n'importe quoi sur la diète et réduisent complètement leur activité physique, et là, c'est le pire. Mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et moi, il y a un truc que j'ai pas forcément partagé sur les réseaux parce que j'étais pas forcément fier de ça, et même je voulais pas trop parler du futur des compétitions cette année parce que je voulais pas me mettre la pression. Et je me suis dit, si j'annonce des compètes, il faut que je les fasse. Alors que si je les garde en tête, bah à tout moment je peux arrêter si je suis trop fatigué. Je fais ça aussi. Moi, après WNBF, du coup, je me suis fait plaisir. Assez plaisir, mais j'ai pas mangé à ma faim. Genre, je me suis quand même un peu restreint. J'ai mangé des pizzas, j'ai mangé des gâteaux, j'ai mangé un kebab, des tenders. Il y a des moments, je faisais des repas diète, etc. En 5 jours, j'ai pris 8 kilos. Ah ouais? Ouais. Ah, quand même. Bah, beaucoup d'eau, j'imagine. Beaucoup d'eau. Ouais. Le physique qui disparaît, les abdos qui disparaissent, mais littéralement en l'espace de 5 jours, ça fait bizarre, tu vois. Surtout quand tu te dis, bah attends, je me suis quand même restreint. Genre, j'ai pas cédé à toutes mes pulsions, à certaines, mais beaucoup de rétention d'eau. Et du coup, en fait, là, je continue les compètes. Mais quand tu passes de ton physique prime et que tu reprends 8 kilos et qu'après tu refais des compètes, bah là, je suis dans la période où j'en chie. Parce que je dois retryhard, je dois être bas en calories, avoir une grosse dépense, faire mes entraînements pour avoir un physique qui est moins bien parce que je rattrape, on va dire, en quelque sorte mes excès. Et du coup, bah là, par exemple, là, j'ai quasiment tout rattrapé. Mais ça fait 2 semaines, là, j'ai reperdu 7 kilos en 2 semaines, mais il y a beaucoup d'eau. Mais au début, c'était très difficile parce que tu es extrêmement fatigué, mais t'as pas le physique prime. Tu vois. Avant, tu es très fatigué, tu as ton meilleur physique, tu as des veines partout, tu fais un bilan, tu regardes le bilan, tu es bien, tu même plus fatigué. Tu as oublié que tu étais fatigué parce que tu es drivé. Là, tu es super fatigué, tu fais ton bilan, tu es horrible. Tu es encore plus fatigué. Puis, tu dis quoi? Et du coup, ça, c'était très difficile. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'en ai pas trop parlé parce que je voulais pas me mettre la pression. Et je voulais à tout moment pouvoir me dire, ok, si c'est trop dur, parce que voilà, tout le monde est humain, tu peux arrêter. Et j'ai pas envie d'annoncer un truc. Bon, là, comme je t'avais dit avant le tournage, j'ai payé les billets d'avion, le Airbnb, je vais devoir y aller. Là, je suis pas encore retourné à mon poil plus bas, mais quasiment, et ça va quand même mieux. C'est difficile. Mais tout ça pour dire que voilà, même moi entre guillemets qui avait déjà une expérience de compétition, j'ai pris beaucoup de points en très peu de temps. Après, voilà, j'étais content de mes résultats. À chaque fois que je me disais bon allez faut que t'arrêtes, je me suis dit oh, c'est bon t'as mérité quand même, tu vois. Et du coup c'était le voilà. Vicieux. Après je regrette pas, mais je me dis ça m'a peut-être permis aussi de rehausser mes niveaux d'énergie et de temporiser. Et j'ai gardé mon activité, j'ai gardé les trainings. Et après, bon, moi je suis un peu dans l'extrême. Il y a des journées où je faisais 30 000 steps et tout pour compenser. C'est pas forcément ce que je conseille d'en faire trop non plus en fait, parce qu'à un moment donné, ton corps il récupère pas. Mais voilà, c'est dur le post-show. C'est dur. Le post-show, ça pourrait faire le cas d'un podcast à part. Mais je voulais faire un petit vrai-faux sur mais personnel, c'est-à-dire que toi tu me dis vrai ou faux si tu penses que la phrase que je vais te citer et je justifie pas en une phrase si tu veux. D'accord. Voilà. Donc déjà je voulais commencer par le côté un petit peu compétiteur. Est-ce que vrai ou faux, Yann, plus tu souffres dans le process, plus tu progresses? Vrai. Ok. Autant sur l'aspect physique que mental, je pense, tu vois. Ok. Vrai ou faux, pendant l'entraînement, la douleur est un signe que tu t'entraînes bien? Ça dépend. En fait, c'est trop dur ta question. Parce que si c'est une douleur parce que tu es en train de te déboîter une épaule, non. Mais je dirais non, globalement. Ok. Vrai ou faux, Yann, la fatigue, c'est juste dans la tête? Faux.
Un bodybuilder, là maintenant on passe sur un côté santé. Un bodybuilder est forcément en bonne santé. Faux. Ok. La santé Même naturel, pardon. Même naturel Même naturel. Ok. Bon, c'est bon à préciser. Vrai ou faux, la santé mentale d'un athlète est aussi importante que son physique. Vrai. Ok. La sèche extrême affecte énormément le mental. Vrai. Ok. Trop vrai. Trop vrai. Je suis complètement d'accord avec celle-là. Est-ce que c'est vrai ou faux dans une prépa de bodybuilding, que ça soit naturel ou non, que l'humeur change significativement? Vrai. C'est même inévitable. Ok, c'est inévitable. Ok. Si ton humeur elle a pas changé, c'est que t'as pas assez séché. Retenez bien ça, les gars. Ok. Est-ce que vrai ou faux, la nutrition est le côté le plus important d'une préparation bodybuilding? Vrai. Je dirais vrai quand même pour l'aspect sèche et perte du gras. Ouais. Et si on étend à la progression en musculation, je dirais que c'est faux parce que quand on parle plus de construction musculaire, le stimulus ça vient vraiment de l'entraînement, la nutrition ça vient soutenir. Tu pourrais prendre du muscle en mangeant un peu n'importe quoi et en t'entraînant, et tu pourrais pas prendre du muscle en ne t'entraînant pas. Et pour la compétition bodybuilding, ouais, là où il faut être le plus précis, je pense, c'est la nutrition. Ok. Le sommeil influence la prise de muscle plus que les compléments alimentaires. Vrai. Ok. Le surentraînement est un mythe. Faux. Ok. Et ça sera la Alors, dernière. attends, Ouais, voilà, dis-moi. sur entraînement, ça peut prendre beaucoup de Bien sûr. de connotations, on va dire, mais par surentraînement, j'entendrais plus manque de récupération. Ouais. Tu t'entraînes trop, mais après, voilà, il y a trop de personnes qui vont se penser en surentraînement alors qu'elles ne le sont pas. Et il y a des personnes, dont je fais partie, je pense, qui peuvent parfois être en surentraînement, Et qui s'en rendent pas compte. mais qui se disent Ouais. comment ça moi, Oui. moi Oui, j'arrive oui, pas à oui, récupérer, oui. moi j'arrive pas à récupérer, mais t'es fou. T'es un malade, ouais. Et moi j'ai besoin d'un coach pour me dire des fois, oh, stop. Tu vois. Ouais. Ok, donc là, ce sera la dernière partie, puis après, on clôturera tout ça. J'ai 5 citations encore. Les réseaux sociaux font partie de la préparation au body. Pas inévitablement, non. Ok. Est-ce que le bodybuilding est un environnement toxique? Ça peut l'être. Ok. N'importe quel environnement peut être toxique. Ça peut être très toxique le bodybuilding, comme Ouais. ça peut être une façon aussi de créer du bien-être à fond, donc ça dépend. Ok. Le bodybuilding t'isole plus qu'il ne te rapproche des autres. Je dirais vrai malheureusement quand même. Ok, d'accord. Ok, non, c'est intéressant. Et après, j'en aurais... Attends, tac. Non, elle est pas forcément bien. J'allais dire le bodybuilding crée une forme... Attends, je vais la dire bien. La compétition en bodybuilding peut créer une forme d'addiction. Bien sûr. Ok. Ouais. Carrément. Ok. Pas forcément une mauvaise addiction. Ok, ça c'est intéressant à... D'accord. Ouais. Je sais pas s'il y a des bonnes addictions, mais je pense que c'est un moindre mal aussi. Et justement, on en reparlait, toi tu as envie de refaire des compétitions, Ouais. le post-show, quand on n'a plus cette échéance-là, il y a du vide, on se sent un petit peu malheureux. Ça reste quand même du sport, de l'activité. Je pense que pour la santé, ça peut quand même être bien quand c'est pas trop extrême. Je pense qu'on peut, oui, Je on peut pense que c'est pondérer une ça, addiction qui est plutôt dans les positifs. Ok. Oui, c'est vrai qu'on pourrait pondérer dans un gradient le niveau d'addiction et d'impact que ça a sur la santé. Bon, voilà, je pense que j'apprends à personne que la clope est dans le rouge, par exemple. Donc, c'est vrai qu'après, où se situe le body, ça va dépendre à quel point tu es impliqué. Donc, mais ça pourra faire l'objet, écoute, d'un autre podcast. En tout cas, Yann, merci d'avoir... Avec plaisir, docteur. Pour la Merci consultation, d'avoir- vous direz combien je vous dois. Ah, peut-être que je te mettrai pas dépassement de d'honoraires. En tout cas, ouais, je te remercie d'avoir pris le temps de parler un petit peu de ça. Je pense mine de rien, le ressenti, le vécu que tu as eu va aider pas mal de monde, même au-delà du body. Mais tu vois, tout ce dont on a parlé, que ce soit sur la prépa, le mindset à avoir, la nutrition, les fausses ou mauvaises ou bonnes idées qu'on peut avoir du body. Donc, en tout cas, j'ai envie de vous dire, les amis, si vous avez des requêtes, des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on sera un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous à Yann Le Terrier sur les réseaux sociaux, tout y sera en bas, tac. J'ai envie de te dire aussi si tu as des services à proposer peut-être. Bah alors Yann.net sur Instagram, je fais du coaching en ligne Ouais. du coup, donc voilà, vous trouverez tout pour me contacter là-bas. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je partage de temps en temps certaines choses. Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés.
Comme tu l'as dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et potentiellement on fera peut-être un autre podcast Mais à ce sujet-là. écoute, avec plaisir en tout cas, je pense qu'il y a encore plein de choses dont on n'a pas parlé en vrai, C'est vrai que dont c'est on assez pourrait rapide, parler. donc voilà, si mon retour d'expérience a pu vous aider, c'est avec plaisir. Et puis voilà. Ok, et bien les amis, sur ce, on se dit à une prochaine. C'était Doka, médecin du Fit Game. Ciao.